À toutes et à tous à cette conférence en ligne d'information sur la nouvelle mission d'experts visiteurs numériques. Nous vous remercions d'être si nombreux et d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Là, vous êtes déjà 126 participants et nous allons bientôt commencer. Alors, pour interagir avec nous, vous disposez d'un onglet chat en haut à droite de votre écran. La bulle là avec les points d'interrogation. Vous pouvez poser vos questions via ce chat. Notre équipe se charge de les regrouper par thème et nous y répondrons tout à l'heure après une intervention. Donc, cette conférence est enregistrée et nous diffuserons le replay. Vous recevrez cet après-midi un questionnaire de satisfaction quant au contenu de nos échanges. Quelques petites recommandations techniques et opérationnelles. Si vous rencontrez des petites difficultés à nous voir ou à nous entendre avec un son compliqué, pensez à fermer toutes les pages Internet qui seraient ouvertes et débrancher vos appareils connectés à votre réseau et essayez aussi de vous déconnecter et reconnecter. Dans cette intervention, eh bien, nous serons 4 à vous parler. Donc, Anne Chevrier, moi, je suis chef de service de certification des établissements de santé à la Haute Autorité de Santé. Nous avons le plaisir d'accueillir également Élodie Chaudron, qui est directrice de programme à l'Agence du numérique en santé. Patrick Méchin, qui est adjoint au chef de service de certification et qui vous parlera plus précisément du parcours. Et puis Christian Prudhomme, que nous avons également le plaisir d'accueillir, qui est directeur adjoint à la clinique Saint-Didier, qui est expert visiteur depuis longtemps et qui interviendra également sur le sujet numérique, mais il vous en parlera tout à l'heure. Alors, nous allons, après une petite introduction pour vous présenter, dire quelques mots sur la certification, de ce qu'est la certification et aussi un petit peu l'HAS. Nous allons également vous présenter le contexte de recrutement des experts visiteurs numériques. Nous allons aussi vous présenter quel est le profil et les engagements que cela comporte et également les formations qui seront proposées. On fera un point sur votre mission en revenant un petit peu sur les méthodes d'évaluation qui seront proposées, ainsi que sur les critères à évaluer. Et puis, nous conclurons et nous passerons à vos questions. Alors, en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas la Haute Autorité de Santé, les 3 missions essentielles, c'est d'évaluer. On a notamment les médicaments, les dispositifs médicaux, les actes professionnels. C'est recommander les bonnes pratiques, élaborer les recommandations, notamment vaccinales. On en a beaucoup parlé au moment du Covid, mais également de santé publique. Et puis, une autre phase, la 3e mission, c'est mesurer et améliorer la qualité dans les hôpitaux, les cliniques, en médecine de ville et dans les structures sociales et médico-sociales. Et c'est dans cette 3e mission que nous allons nous inscrire au titre de la certification. La certification pour la qualité et la sécurité des soins, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps, depuis 1996. Ça concerne tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, tous les établissements de santé français. C'est une visite avec une évaluation externe qui est réalisée par des experts visiteurs qui sont des pairs et nous insistons sur cette information puisque c'est important que les professionnels soient rencontrés par des pairs et elle a lieu tous les 4 ans et les résultats de cette visite avec les niveaux de décision sont publics et sont diffusés sur le site de la Haute Autorité de Santé. Pour finir, sachez que l'ensemble de ce dispositif, à la fois sur son référentiel, sur notre organisation et sur la formation des experts, eh bien, nous sommes nous-mêmes, nous sommes soumis à une accréditation par un organisme international qui s'appelle l'ISQA pour garantir la qualité de notre dispositif. Alors, en ce qui concerne le contexte et le recrutement, alors, le renforcement du numérique en santé dans le référentiel 2024, qui vous sera présenté tout à l'heure, l'objectif, c'est de répondre à un enjeu fort de la sécurité informatique. Pour la continuité à la fois des activités, on sait malheureusement que certains établissements touchés ont eu des gros soucis. Pour gérer les risques des cyberattaques dans le soin, l'objectif n'est pas de faire une évaluation purement technique, mais d'accompagner et de faire levier auprès des établissements
pour gérer effectivement gérer ce risque et sensibiliser l'ensemble des professionnels sur ces éléments-là. Alors nous le faisons en cohérence avec les politiques publiques en matière de numérique en santé. Vous qui êtes dans le domaine, vous avez entendu parler du Ségur du numérique en santé avec Open, SUNES, également de la feuille de route numérique en santé 2023-2027 et le programme CARE. Et donc nous travaillons en coopération, vous le voyez, avec la direction du numérique en santé et l'agence du numérique en santé. Et l'idée est d'intégrer à l'occasion de l'ajustement qui aura lieu en janvier 2024, et bien, dans le référentiel, ces critères pour faire effectivement levier et développer les usages du numérique au bénéfice de la continuité et sécurité des soins. Clairement, j'insiste, ce n'est pas un audit technique, c'est l'objet d'une autre démarche avec des gens compétents pour le faire sur les audits techniques et les inspections sur les systèmes d'information. Et ça n'est pas notre propos, mais on y reviendra puisqu'on utilisera et les établissements pourront présenter effectivement les résultats de leur audit. Je vais passer la parole à Élodie qui va vous présenter l'élaboration, comment on a procédé pour élaborer ces critères. Élodie, c'est à vous. Merci beaucoup Anne et bonjour à tous. Donc, comme l'a évoqué Anne, nous, alors lorsque je dis nous, ce sont donc l'HAS, la délégation numérique en santé et l'agence du numérique en santé. Nous avons souhaité donc apporter cette teinte numérique et cyber au référentiel de certification des établissements sanitaires. Donc, les derniers mois nous ont animés dans le cadre d'un groupe de travail avec des experts dans l'élaboration partenariale des critères d'évaluation numérique et cyber du référentiel. L'ensemble de ces critères ont été largement concertés avec les parties prenantes et seront déclinés dans des fiches pédagogiques qui existent déjà, qui vont évoluer, que nous souhaitons rapidement mettre à disposition de l'écosystème avec pour cible de pouvoir appliquer ces critères dès janvier 2024 dans les visites de certification des établissements. En parallèle de ces travaux sur le référentiel et l'accompagnement des établissements, nous avons lancé cette grande campagne de recrutement et de formation des 174 experts visiteurs à compétences numériques qui seront nécessaires donc, pour répondre à cette ambition. Donc, si on veut rentrer dans le détail, ce sera sur la présentation, la slide suivante, hein, comme je le disais précédemment, nous avons donc souhaité intégrer le numérique dans le référentiel existant sans pour autant le transformer ou l'isoler. Le numérique, il est de plus en plus utilisé dans les établissements. On a entendu parler des différents programmes. Merci Anne d'avoir précisé quels étaient ces programmes. On a une utilisation, on sait qu'une utilisation défaillante, erronée, non conforme peut avoir un impact fort sur la sécurité et sur la prise en charge des patients. Le numérique, c'est un outil qui sert une organisation, mais c'est aussi un outil qui est aujourd'hui indispensable, inévitable dans nos pratiques quotidiennes. Par conséquent, nous souhaitons évaluer deux fondamentaux dans les visites de certification: la qualité des pratiques dans l'usage de ces outils numériques et le niveau de sensibilisation, de formation de l'ensemble des professionnels des établissements de santé, notamment sur l'hygiène informatique et les risques qui sont liés au numérique. Sur le sujet de l'usage des outils numériques et des données patients, nous avons développé des critères d'évaluation autour des services socles de Mon Espace Santé, qui intègrent donc le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé, professionnelle et citoyenne, l'identité nationale de santé et ProSanté Connect comme moyen d'identification et d'authentification des professionnels de santé. Sur le volet prévention des risques numériques, gestion des risques numériques, nous avons souhaité renforcer la préparation des établissements pour faire face aux cyberattaques ou aux incidents numériques sur le plan organisationnel et métier, par la réalisation d'exercices de crise, la production et la mise en œuvre de plans de continuité d'activités, de procédures dégradées, mais aussi techniques, en favorisant la mise en œuvre de plans d'action correctifs concrets qui pourraient faire suite à des audits, ces audits qu'on a évoqués au préalable, mais qui se feront de manière un peu plus régulière. Aussi, pour mieux prévenir le risque d'intrusion, de favoriser la mise en place de plans de formation et des actions de sensibilisation des professionnels quant à l'hygiène informatique. Alors Patrick va nous présenter qu'est-ce qu'être expert visiteur numérique. Voilà, bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, du coup, l'expert visiteur numérique dans le dispositif de certification des établissements de santé, eh bien,
il a un rôle important à jouer, vous avez vu. Et pourquoi devenir expert visiteur numérique, en fait? Et là, l'idée, d'abord, c'est d'intégrer un réseau de plus de 800 experts visiteurs déjà recrutés, avec des profils extrêmement divers que vous connaissez déjà puisque vous travaillez en établissement de santé. Il y a des directeurs d'hôpitaux, des directeurs de cliniques, des directeurs adjoints, des directeurs des soins, des médecins, des soignants, beaucoup de soignants. On a la moitié de notre effectif qui sont des médecins aujourd'hui, qui travaillent dans différents services et qui ont donc différentes spécialités médicales. L'idée, c'est effectivement, en intégrant le réseau des experts visiteurs, c'est de bénéficier d'une formation continue, donc tout au long de votre parcours, de votre mission d'expert visiteur. Ce travail vous permet de travailler en équipe aussi. Vous ne travaillez pas de manière isolée, mais vous travaillez dans un collectif de 3 à 7, 8, 9, parfois 10 personnes. L'idée également, c'est au fur et à mesure de pouvoir développer vos compétences, notamment vos compétences d'auditeur. Dans le but de ce recrutement vise à permettre effectivement de porter les objectifs du numérique en santé qui vous ont été expliqués précédemment et donc visant à améliorer la qualité et la sécurité des systèmes d'information hospitaliers au bénéfice des patients et aussi des professionnels de santé. Et vous participez à un dispositif d'évaluation qui est porté par des pairs, donc vous êtes des professionnels en établissement de santé. Et ce qui est aussi important, c'est que cette participation va vous permettre de faire bénéficier votre établissement de vos connaissances et de votre expérience en tant qu'expert visiteur. Pour mener à bien cette mission toutefois, et pour pouvoir vous inscrire dans cette mission, il y a des attendus déontologiques de l'expert visiteur. Donc je vous renvoie sur la charte de l'expert visiteur, hein, qui est sur le site internet de la Haute Autorité de Santé. Vous allez être amené, si vous êtes recruté, à renseigner une déclaration publique d'intérêt. Et c'est en regard de votre profil, bien évidemment, hein, de votre parcours, un peu de votre carte de visite, de ce que vous faites, et de votre déclaration publique d'intérêt que vous pourrez être recruté pour assurer cette mission. Elle est importante et elle est fondamentale en fait. Et juste pour rappeler, mais ça a déjà été un petit peu dit, en fait, on n'est pas l'expert visiteur n'est en aucun cas un inspecteur. C'est pas un auditeur du système d'information hospitalier de l'établissement. Et certains engagements peuvent être incompatibles avec la mission d'expert visiteur, notamment si vous êtes engagé dans des missions de conseil auprès des établissements sur la partie SIH, par exemple. Sur la diapo suivante, sur les prérequis, donc on a évoqué le fait que c'était une évaluation par des pairs, et donc vous êtes aujourd'hui en établissement public, en établissement privé, en ESPIC ou dans une structure institutionnelle qui participe au développement des systèmes d'information hospitaliers. Ça vous permet de postuler. Vous avez une expérience managériale et vous êtes impliqué dans des projets transversaux qui concernent le développement du numérique en santé ou, par exemple, sur les programmes H-Open, comme ça a été évoqué, ou sur les travaux d'identito-vigilance, par exemple. Vous êtes des professionnels compétents en système d'information hospitalier. À ce titre, vous pouvez être directeur ou directrice du SIH ou responsable ou ingénieur du système d'information. Vous pouvez être médecin DIM, vous pouvez être professionnel paramédical ou médical, pardon, impliqué dans des projets du numérique en santé. Également, ça c'est très important aussi pour nous, vous participez à la gestion des risques du système d'information en établissement de santé. Alors, à partir du moment où vous vous engagez, vous êtes retenu, vous allez être nommé par décision du président de la Haute Autorité de Santé pour une durée de 3 ans. À partir de là, vous allez être formé. Vous allez suivre un parcours de formation qui sera d'abord un parcours de formation distanciel, puis vous aurez une journée de formation présentielle sur le site de la Haute Autorité de Santé où on va vous aider à travailler votre posture d'auditeur.
Et puis, ensuite, vous ferez votre première visite qui sera tutorée. Vous serez donc accompagné sur la posture d'auditeur. Et à l'issue de ce parcours, module distanciel, journée de formation présentielle, tutorat, vous pourrez être habilité comme expert visiteur numérique et donc invité à participer à des visites de certification. Vous interviendrez ponctuellement au cours d'une visite pour réaliser les investigations spécifiques aux critères numériques et on vous demande un engagement minimum de 4 jours par an, donc 4 visites. Ces visites seront réalisées dans une distance raisonnable, dans un rayon qui peut pas être inférieur à 50 km, qui peut pas être dans le même GHT, qui peut pas être dans le même groupe privé, mais on essaie de vous proposer des missions pas trop éloignées de votre zone d'habitation. Et puis, pour réaliser vos audits, vous serez outillé, vous aurez accès à la plateforme Calista qui vous permettra de renseigner les audits. Et puis, c'est important, votre participation, bien sûr, est prise en charge par la Haute Autorité de Santé avec une indemnisation. Les transports sont pris en charge, la réservation hôtelière est faite par la Haute Autorité de Santé et vos repas sont également remboursés à une hauteur de 17 € par repas. Alors, pour devenir EVN, les grandes étapes, c'est voilà, c'est le recrutement à compter de juillet 2023. On espère que vous serez nombreux à finalement candidater. Une formation à partir de septembre et puis une habilitation pour participer aux visites à compter de janvier 2024. Merci, merci Patrick. On va passer la parole à Christian qui va vous présenter un petit peu en quoi consistera et sur quels éléments les experts visiteurs numériques auront besoin de porter leur attention. Bonjour à tous. Donc, la mission de l'expert visiteur numérique consiste déjà à une phase de préparation. On l'a dit tout à l'heure, moi je suis expert visiteur depuis quelques années. J'ai été enthousiasmé par l'idée de poursuivre et de me spécialiser aussi sur la partie numérique que je connais bien. Donc, le travail de l'EVN est à peu près le même que celui de l'expert visiteur. Donc, on prépare son dossier avant puisque l'établissement télécharge un certain nombre de documents dans Calista où on a un accès spécialisé expert visiteur et on consultera un certain nombre de documents. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase de préparation. Puis ensuite viendra le temps du déplacement sur le site de l'établissement où l'expert visiteur numérique sera intégré à l'équipe déjà en place dans l'établissement d'experts visiteurs. Et j'en profite pour dire que moi, ce qui m'anime et l'intérêt que je porte à cette mission, c'est à la fois toute la formation, l'accompagnement réalisé par la Haute Autorité de Santé, mais c'est aussi le travail en équipe avec vraiment une méthode qui est rodée aujourd'hui et puis vraiment quelque chose de très sérieux, très méthodologique et très, très intéressant à mener. Donc, je vous invite à candidater et à venir nous rejoindre. Donc, il y aura une intervention sur site d'une journée pour justement participer à cette visite. Au niveau de la méthode qui sera utilisée, c'est la méthode de l'audit système. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, vous pourrez regarder le manuel de certification. Donc, on utilise plusieurs méthodes, dont l'audit système, qui se réalise en 3 étapes. Comme je le disais tout à l'heure, donc on a consulté des documents avant, on consulte ensuite des documents sur site, comme par exemple des documents qui font référence à la cybersécurité, que l'établissement généralement n'aime pas trop envoyer ou diffuser à distance, ça se comprend. Et puis ensuite, il va y avoir un premier temps de rencontre avec la gouvernance, puis les gens qui sont en charge du SI, les responsables, qui vont vous expliquer comment tout ceci est organisé, comment toute cette partie-là est mise en œuvre dans l'établissement de santé dans lequel vous serez invité. Puis ensuite, dans un temps suivant, vous rencontrerez les professionnels de terrain, puisque ces méthodes d'évaluation, elles consistent toujours à avoir plusieurs angles de vue. Donc, on va déjà s'assurer que l'établissement a bien une stratégie, un projet, puis qu'ensuite, les professionnels se sont emparés, appropriés tout ce qui a été mis en œuvre au niveau de l'établissement. On peut passer à la diapo suivante. Donc, il y aura 7 critères numériques dans la certification. On a mis des coches de 2 couleurs, puisque, comme le disaient mes collègues tout à l'heure, la partie numérique sera complètement intégrée à ce qui existe déjà.
Donc, les experts visiteurs plus standards, eux, auront des questions dans le manuel qui existent déjà pour certaines, et les EVN, experts visiteurs numériques, auront des critères supplémentaires qui n'existent pas encore et qui font l'objet en particulier de la mise à jour du référentiel pour 2024. Donc on va s'attacher à regarder de près la maîtrise par l'établissement de santé du risque de sécurité numérique, de la sécurisation de l'identification des professionnels, ensuite sur la promotion des bons usages, de l'usage du système d'information pour l'accès au dossier du patient, pour la sécurisation des usages de communication informatique au niveau en particulier des informations médicales qui sont transmises, de l'accès du patient à son dossier, puisque dans le cadre d'un usager du système de santé, il a le droit de demander son dossier, d'avoir accès à son dossier, lui ou ses ayants droit, donc l'établissement doit l'avoir organisé. Puis ensuite, il y a l'information du patient et le respect des bonnes pratiques d'identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge, puisqu'il est important de ne pas se tromper de patient, vous pouvez le comprendre. Donc voilà comment se présente en fait une des pages du manuel, dans lequel on va avoir donc déjà le titre, l'usage du système d'information, qui permet aux professionnels l'accès au dossier du patient. Ensuite, un critère. Les équipes de soins ont accès aux informations du patient avec un système d'information adapté. Dessous, vous aurez un détail, une petite rédaction qui permet de bien comprendre et de contextualiser ce critère dans l'organisation de l'établissement de santé. Un peu plus bas à gauche, vous voyez qu'il est écrit en gris tout l'établissement, puisque ça concerne tous les établissements. Il peut y avoir parfois des déclinaisons pour la psychiatrie ou certains secteurs d'activité. Ensuite, un critère standard, puisque pour ceux qui connaissent déjà ou qui seront curieux d'aller voir, il existe des critères standards, des critères impératifs ou des critères avancés. Mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et sur la partie droite, vous avez les éléments d'évaluation, c'est-à-dire que l'expert visiteur numérique devra, à l'issue de l'entretien qu'il aura eu avec la gouvernance puis les professionnels, revenir, se connecter à Calista, l'outil auquel vous aurez accès, pour répondre à ces questions, voilà, de manière précise. Il y a plusieurs codes couleurs, vous verrez sur cette diapositive et les suivantes, qui sont présents. Ce qui est en gris, c'est ce qui existe déjà dans le manuel, ça existe dans la version, dans le millésime V2023. En vert, ce qui sera rajouté, mais qui sera investigué par les experts visiteurs, on va dire standard, et puis en couleur un peu or ou rouge, je ne sais pas, c'est les questions nouvelles qui seront, elles, de la responsabilité des experts visiteurs numériques. Deuxième critère concerne la sécurisation des usages des communications informatiques d'information médicale. Je ne vais pas vous lire le contenu de chaque diapo, mais donc là, ça concerne les modalités de communication qui permettent aux usagers et aux médecins de ville de contacter l'établissement aisément. Et vous voyez sur la partie droite, toujours la même présentation, couleur grise qui existe déjà, couleur or ou rouille, les questions qui vont être ajoutées lors de la mise à jour pour les experts visiteurs numériques, et le vert, ce qui existait déjà, voilà, au niveau du référentiel. Et sur la partie droite, vous voyez qu'il y a aussi une notion écrite à la verticale. Audit système, c'est la méthode d'investigation que vous utiliserez. Et ensuite, il y a le parcours patient, parcours traceur, pardon, qui est une des autres méthodes utilisées en visite. L'accès du patient à son dossier, comme je le disais tout à l'heure, l'établissement doit s'organiser pour que le patient qui le demande puisse accéder à son dossier médical. Donc là, pareil, un certain nombre de critères nouveaux, mais pris en charge par les experts visiteurs standards, et couleur or, les questions qui seront, les investigations qui seront conduites par les nouveaux experts visiteurs numériques. La maîtrise par l'établissement de santé du risque numérique. Donc là, il faut maîtriser le risque numérique. C'est tout à fait d'actualité puisque vous le savez, on est parfois victime de cyberattaques. Donc il faut à la fois se préparer, essayer d'être le plus étanche possible, le plus solide possible pour éviter d'être attaqué. Malgré tout, on est parfois attaqué. Dans ces cas-là, il faut être assuré d'avoir tout mis en œuvre pour que la prise en charge des patients, la sécurité, puisse être assurée. Sécurisation de l'identification des professionnels dans le SI, ça c'est une vraie question qui devrait encore se développer dans des mois à venir au niveau de la double authentification, par exemple, dans certaines circonstances. Mais il est clair qu'il faut que tous ceux qui se connectent aux outils qui contiennent des données personnelles de santé
on les identifie bien. En tout cas, l'établissement est tout mis en œuvre pour que ça soit sécurisé, que les salariés, par exemple, ou les collaborateurs qui sont partis ne figurent plus ou ne soient plus enregistrés dans l'Active Directory. Et tout ceci amène le niveau de sécurité maximal. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette démarche, c'est qu'on est vraiment dans une démarche continue d'amélioration de la qualité, c'est-à-dire qu'on attend des établissements qui s'interrogent, qu'ils puissent mettre en œuvre des plans d'action et qu'ensuite ils puissent les suivre. C'est ce que vous irez voir sur le terrain. Et pour ceux qui rejoindront cette communauté, vous verrez que c'est très, très intéressant et qu'on mène des missions qui sont tout à fait passionnantes à réaliser. Information du patient sur le DMP. Le DMP, vous le savez, a été intégré dans mon espace santé. Les programmes SONES nous accompagnent et nous incitent à généraliser ces usages. Et puis les patients aujourd'hui commencent à être acteurs aussi de leur prise en charge et demandent parfois dans les établissements où on intervient déjà de vérifier que l'établissement a tout mis en œuvre pour que ce DMP soit alimenté et que ça puisse là aussi fluidifier le parcours de santé et aider à permettre que la prise en charge soit de la meilleure qualité possible et avec un niveau de sécurité optimal. Le respect des bonnes pratiques d'identification du patient, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il faut identifier le professionnel qui saisit, mais il ne faut pas se tromper de patient non plus. Et malheureusement, ça arrive parfois. Donc là aussi, il faut que l'établissement ait mis en œuvre une organisation, une méthodologie, tout ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour qu'on ne se trompe pas de patient et que le niveau de sécurité soit le plus grand possible. Merci Christian. On va dire quelques mots de conclusion, mais on passera bien évidemment puisqu'il y a de nombreuses questions. Donc, je vous rassure, on va encore utiliser le dernier quart d'heure qui nous reste pour y répondre. Juste avant que les uns et les autres nous quittiez, je voulais juste vous informer que pour ceux qui exercent en établissement de santé le 12 septembre, il y aura un webinaire d'information pour présenter les ajustements du référentiel applicable dès janvier 2024. Ça répondra à une des questions qui a été posée par le chat. C'est une application janvier 2024. Donc là, on vous a présenté le numérique, mais il y en a aussi quelques-unes mineures, mais quelques-unes également. Nous présenterons aussi les nouveaux outils d'information et des témoignages d'établissements, notamment d'un établissement qui a été cyberattaqué. Et puis, pour vous proposer de scanner, si vous avez été convaincu par cette présentation, eh bien, c'est à vous. Vous pouvez candidater, vous scannez ce QR code, vous allez sur le site de l'HAS dans la rubrique certification des établissements de santé et là, vous retrouvez dans un chapitre devenir expert toutes les informations qui vous ont été données. Nous allons passer aux questions. Alors, je vais passer la parole aux uns et aux autres, mais il y a déjà une question de certains qui disent « mais je ne suis pas médecin ou je suis médecin, je n'ai pas été retenu ». Quel est le profil? Alors, j'espère que vous l'aurez compris au travers de la présentation de Christian. Si nous faisons appel à des experts visiteurs à compétences numériques, avant tout, ils sont experts visiteurs, donc ils connaissent de principe le fonctionnement des établissements de santé. L'idée, c'est de pouvoir interagir avec, certes, les équipes informatiques, mais aussi les professionnels de terrain. Donc, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons donc des gens qui connaissent le milieu des établissements de santé et qui ont cette expérience. Mais c'est du numérique, donc on attend une expérience et une compétence pour être en capacité d'évaluer effectivement les critères qui vous ont été présentés par Christian. Donc, on est attentif à avoir cette expérience, cette compétence. Donc, n'hésitez pas dans vos candidatures à bien mentionner quelles sont vos compétences dans le domaine. Après, j'ai une question peut-être que je poserai à Patrick, j'en ai plusieurs, sur quel est le délai de réponse dès lors qu'on a déposé sa candidature. Alors, le délai de réponse est maximum d'un mois, puisqu'on a des groupes des recrutements, des réunions de recrutement
mensuel. Donc, c'est au maximum 1 mois, le délai de réponse. J'ai une autre question sur la formation. Premièrement, quand les formations vont-elles démarrer et quelles sont à peu près l'estimation du temps, tant à la fois des modules de formation distancielle, ça prend combien de temps? Et puis rappeler peut-être qu'il y a une journée, comme tu l'as présenté Patrick, de formation présentielle sur la posture. Donc comment ça, est-ce que tu peux rappeler un petit peu ces modalités? Oui, bien sûr. Alors, du coup, la formation distancielle, elle n'est pas encore tout à fait prête parce on est en cours de travail là sur la construction du module pédagogique. Mais il faut l'estimer entre 4 et 6 heures de formation distancielle. Ensuite, il faudra réaliser un quiz. À l'issue, donc vous aurez une formation présentielle d'une journée. Le module e-learning sera disponible à partir du mois de septembre et la formation présentielle les formations présentielles vont débuter en octobre. Donc en fait, voilà, donc avec les premiers experts visiteurs numériques qui seront formés à cette date-là et donc qui pourront s'engager sur les visites de certification de janvier. Sinon, il y a une question sur effectivement le nombre de missions, donc qu'on a dimensionné à 4. Alors ça, je vais peut-être reprendre, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que, comme vous le voyez, comme Patrick vient de vous le présenter, il y a quand même un investissement initial sur bien maîtriser ce qui est le concept de la certification et les grands principes, mais aussi maîtriser effectivement les éléments à évaluer, donc un investissement de formation. C'est important de ne pas réduire en dessous de 4 parce que sinon vous perdez de la compétence sur ce sujet. Donc c'est la raison pour laquelle il y a effectivement ce nombre de 4. En ce qui concerne dans votre dossier, effectivement, dès lors il est important que quand même nous ayons l'accord de votre établissement, hein, je pense que c'est pour toutes vos activités extra-professionnelles, d'avoir l'accord de votre établissement pour candidater. Ça veut dire que l'établissement sera d'accord pour vous libérer pour ces missions. Voilà. En ce qui concerne, j'ai des questions aussi sur les systèmes d'information. Alors, peut-être Patrick, tu peux dire 2 mots ou Christian, je sais pas, pour dire qu'effectivement, pendant les visites, nous avons un système d'information dédié qui est sécurisé, bien sûr, où on enregistre l'ensemble des données. Mais tu peux peut-être en dire 2 mots. Oui, voilà. Alors, ce système d'information s'appelle Calista. Calista, en fait, ça permet de parler entre l'établissement de santé et la haute autorité de santé et les experts visiteurs. Donc, bon, les experts visiteurs faisant partie de la haute autorité de santé. Donc, du coup, sur cette plateforme Calista, vous allez y retrouver des documents qui vont vous servir pour préparer la visite de certification. Et puis, sur Calista également, vous allez trouver les grilles d'audit qui vous seront attribuées par le coordonnateur. Et ces grilles d'audit, en fait, vous permettront de renseigner les réponses aux éléments d'évaluation qui vous ont été présentés tout à l'heure par Christian. Donc, chaque ligne, en fait, correspond à un attendu. Et pour cet attendu, vous répondrez oui ou vous répondrez non. Et donc, ça permettra en fait de renseigner la grille d'audit et grille d'audit qui servira à calculer le score pour l'établissement. Très bien. On a plusieurs questions sur la date limite de candidature. Alors, il n'y a pas à ce stade-là de date. L'objectif, c'est nous avons dimensionné, puisque nous faisons environ 650 visites par an, puisque sur les 2300 établissements que nous couvrons, c'est à peu près le nombre, puisqu'il faut les visiter tous les 4 ans, c'est le nombre de visites par an. On a dimensionné aux alentours entre 170 et 180 experts visiteurs compétents qui interviennent, donc je le rappelle, est-ce qu'on a des questions encore sur ça?
ce sera une journée pendant la visite et pas pendant toutes les visites. Une visite, habituellement, ça dure entre 4 et 5 jours. Votre intervention, c'est uniquement une journée, mais vous participez à la préparation de la visite parce que les experts n'arrivent pas comme ça. Je pense que Christian pourra refaire peut-être en dire quelques mots sur la préparation de la visite, qui est une phase non négligeable. Mais donc voilà, c'est quatre interventions, une journée par an, mais avec la phase de préparation. Et Christian, si tu peux nous développer un Oui, petit peu oui. ça. Disons qu'avant une visite, comme je le disais tout à l'heure, donc on a accès à des données, des documents qui ont été téléchargés par l'établissement sur la plateforme Calista. Il y a ensuite un temps d'échange généralement entre le coordonnateur de la visite, c'est le chef d'orchestre, hein, c'est lui qui va faire en sorte qu'on ait une démarche qui soit vraiment homogène et voilà, c'est lui qui dirige ou en tout cas qui guide l'équipe d'experts visiteurs. Donc on a des contacts avant la visite, on échange déjà un certain nombre de données pour partager nos sentiments par rapport aux documents qui ont été mis à disposition. Et ensuite, on se retrouve, en tout cas pour les experts visiteurs, la veille du démarrage de la visite, puisqu'on dort dans le même hôtel. La Haute Autorité de Santé s'occupe de l'intendance et on forme une équipe dès le premier jour, le soir, où là aussi, cette fois-ci ensemble, on va partager nos sentiments, tout le travail de lecture et d'analyse que l'on a pu faire des documents pour s'être imprégné au mieux de ce qu'est l'établissement et de ce qu'est son organisation. Au-delà de la préparation, moi, ce que je peux dire, c'est que ce qui est vraiment passionnant, et je le disais tout à l'heure, c'est le fait que parfois on ne se connaît pas, enfin assez souvent même, et puis le lendemain matin, ben, on forme une équipe pour intervenir dans l'établissement. Alors les experts visiteurs numériques interviendront donc une journée, donc pas la totalité de la visite, mais c'est un peu ce qu'on fait déjà avec les experts visiteurs, les médecins patients traceurs, qui interviennent aussi. Mais on se rend compte, même si on était un peu peut-être pas inquiet, mais on se disait, tiens, ils vont peut-être pas s'intégrer complètement, mais ils participent aussi avec nous à ce temps de préparation et d'échange. Et puis dès qu'ils arrivent, ben, l'équipe est constituée et la personne qui intervient, ne serait-ce qu'une journée ou deux, n'a pas de problème et se sent parfaitement accueilli et vraiment intégré dans l'équipe. Alors, on commence à avoir des questions un petit peu techniques. Quels sont et ce qui est logique par rapport à l'organisation. En ce qui concerne la formation présentielle, donc ce qui est pris en charge, ce sont vos transports et le repas qui est pris pendant cette journée à la Haute Autorité de Santé. Donc ça, c'est des choses qui sont prises en charge. Quels sont les délais pour être informé en termes de planification sur les visites? Donc là, je vais laisser Patrick répondre. Ça, c'est pour l'ensemble Oui. des experts, puisque nous avons une planification effectivement de tous nos établissements de santé. Et donc, on compose l'équipe d'experts nous essayons de faire en sorte qu'elle soit composée avec des experts dont les compétences sont les plus proches de l'activité de l'établissement. Mais je te laisse répondre. Oui, voilà, pas grand-chose à compléter, si ce n'est qu'effectivement sur le délai, c'est variable parce que c'est fonction en fait de la nature des établissements, des besoins en termes de compétences. C'est généralement entre 2 et 6 mois. Voilà, donc ça peut varier effectivement. Mais ce qu'on sait, c'est que pour ces premières visites de janvier, l'information, elle sera autour de 2 mois pour anticiper sur les préparations de visites de janvier pour les experts visiteurs numériques. Les autres experts visiteurs, les équipes commencent à être constituées là à partir du mois de juillet. Donc voilà, donc il faut compter ce délai entre 2 et 6 mois pour chacun d'entre vous. Alors, sachez aussi que dans le système, sachez que dans le système d'information, nous avons un échange avec vous, c'est-à-dire que nous avons un système où on vous demande de renseigner certaines données qui n'auraient pas été demandées au moment de votre candidature et entre autres vos disponibilités, c'est-à-dire que si que vous savez dans l'année à venir qu'il y a des mois particuliers de surcharge d'activité au sein de vos établissements ou de congrès ou ce genre de choses, vous mentionnez que cette semaine ou ces semaines-là, vous n'êtes pas disponible. Et du coup, on ne vous programme pas de visite à ce moment-là. Et je vous rassure, mais ça, on vous demande une réactivité
vraiment rapide dès lors qu'on vous propose une visite. Vous avez toujours le choix de dire cette semaine-là, au final, je ne suis pas disponible. La seule chose, c'est qu'on vous demande de réagir très vite parce que nous, sur la composition, ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. Et donc voilà. J'ai une petite question de gens qui sont prochainement retraités ou bientôt retraités. Est-ce qu'ils peuvent candidater? Alors oui, dans notre… mais bon, Patrick, je te laisse répondre. Oui, tout à fait. L'idée étant effectivement, on a vu, hein, c'est un domaine qui est quand même évolué assez vite. Donc, on a besoin de gens qui sont quand même formés et bien formés, qui connaissent bien le terrain, l'établissement hospitalier, enfin les établissements de santé et le domaine dans lequel ils vont intervenir. Donc, si la retraite a lieu, voilà, est en cours, est envisagée ou qu'elle est proche, il n'y a pas de souci. On peut faire en sorte que les missions, même pour les retraités, durent jusqu'à 3 ans. Voilà. En règle générale, on fait en sorte, encore une fois, puisque c'est le principe que les professionnels qui vont être rencontrés par les experts rencontrent des experts qui sont dans le milieu et ne les pas quitter depuis trop longtemps. Donc, ce que l'on souhaite, c'est que effectivement les jeunes retraités qui sont disponibles, c'est très bien. On ne va pas au-delà de 3 voire 4 ans, au-delà du fait qu'ils aient cessé leur activité en établissement de santé. J'ai à nouveau une petite question sur quand est-ce que le nouveau référentiel sera diffusé? Alors, il sera diffusé à peu près simultanément avec le webinaire du 12 septembre. Donc, il sera mis à ce moment-là sur le site de la Haute Autorité de Santé. Bien évidemment, nous aurons une campagne d'information et de communication sur ce sujet. C'est le 3e ajustement que nous réalisons, hein, puisque ce référentiel sous cette format-là, existe depuis fin 2020. Donc, il sera applicable aux établissements à partir de janvier, pour les visites qui démarrent en janvier 2024. Certains d'entre vous ont posé la question en disant « Mon établissement va être certifié prochainement, est-ce que je peux candidater ?» Mais ça fait tout à fait partie effectivement de nos principes, c'est-à-dire plus on aura des experts en établissement qui sont compétents en numérique, qui participent à notre mission, c'est aussi l'intérêt des établissements, c'est-à-dire que vous êtes formés, vous avez la possibilité effectivement d'avoir l'expérience de la conduite de visite dans d'autres établissements. Donc, évidemment, c'est tout le bénéfice pour votre établissement parce que vous serez un référent précieux au sein de votre établissement pour rentrer dans cette dynamique d'amélioration et de préparation de visite. J'ai quelques questions pour certaines personnes qui viennent d'outre-mer. Comment ça va se passer? Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose nous avons des experts visiteurs qui viennent d'outre-mer et qui, en règle générale, participent à l'ensemble des visites. La dimension de ces territoires faisant que, pour des raisons d'intérêt sur les territoires métropolitains ou ailleurs, on ne veut pas envoyer les experts trop loin, mais à la fois, on ne peut pas les faire intervenir dans un rayon trop proche de leur établissement d'exercice. Et donc, pour ces experts visiteurs numériques, nous sommes en train d'y réfléchir, mais c'est vrai que fonctionnellement, ce sera assez compliqué de vous faire traverser quasiment la moitié de la planète pour une intervention d'une seule journée. On est en train d'y réfléchir, ce n'est pas un nom définitif, bien évidemment, mais c'est vrai que fonctionnellement, ce serait quand même extrêmement compliqué. Voilà, bah, écoutez, nous sommes dans les temps et il me reste 1 minute pour vous remercier d'avoir participé. J'espère que nous vous avons convaincus. Donc, je vous invite tous ceux qui sont intéressés, qui répondent à
à ce profil-là, eh bien, à candidater. Je remercie tout particulièrement Élodie et Christian qui nous ont fait le plaisir d'intervenir. Et puis, je remercie également toute l'équipe qui est en backup, mais avec qui, sans qui ce webinaire n'aurait pas pu être organisé. Donc, un grand merci. N'oubliez pas, vous pouvez nous poser quelques questions et vous trouverez sur le site beaucoup d'informations, mais n'hésitez pas à candidater et nous envoyer vos questions. Nous y répondrons bien volontiers. Je vous souhaite à cette période estivale pour vous une bonne réflexion et puis de bons congés pour ceux qui vont être en congé prochainement. Et à très bientôt pour vous revoir donc le 12 septembre sur le webinaire. Merci beaucoup.